Bienvenue à tous dans cette nouvelle entrevue. Aujourd'hui, on a le plaisir et l'honneur de recevoir Annick Dubos. Annick, bonjour. Bonjour Jean-Romain, merci de Merci. m'avoir invité. Vraiment, merci à toi d'avoir accepté cette invitation parce que je sais que tu as un emploi du temps très chargé. Ça fait 3 semaines qu'on a pris ce rendez-vous ensemble et Alors, finalement on peut l'effectuer. Je suis vraiment content de t'avoir ce matin. Enfin, une présence féminine. Mesdames, soyez contentes. Je demande aux femmes de venir parler avec moi. Donc ne vous inquiétez pas, on va avoir plus de femmes et plus de femmes. Donc Annick, merci de venir nous parler ce matin. je t'en prie. Alors Annick, on ne se connaît pas, et il y a Non, pas peut-être du d'autres tout. personnes qui ne te connaissent pas. Alors est-ce que Annick peut expliquer Annick, comment t'en es venue à la chiropractique, quel est ton parcours avant d'en arriver à la chiropractique? Alors, mon parcours a été, j'ai envie de dire, assez simple, hein. J'étais étudiante, j'étais en école de médecine, université de médecine. J'avais une amie dont la maman connaissait la chiropractique. Et puis, je ne me sentais pas tout à fait à ma place, pas dans les études de médecine, mais dans le milieu hospitalier. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais à la fois très jeune, confrontée à la mort, confrontée à la déchéance, et je me suis dit finalement, c'est pas ce qui m'intéresse. Par contre, je me sentais très bien en médecine pour tout ce qui était, je dirais, physiologie, biologie. J'ai un esprit scientifique et donc je réussissais intellectuellement les études, mais je me sentais pas tout à fait à ma place. Et Donc, c'est t'avais quel âge à ce moment-là que t'as eu cette moi, réalisation? j'avais 19 ans. 19 ans, 19, j'avais un an d'avance, donc j'étais assez jeune en fait. d'accord. Donc, j'ai été confrontée, j'étais vraiment, je dirais, très naïve, très lisse. Et donc d'être confrontée au monde de la maladie, pour moi, ça a été un peu compliqué. Ok. Donc, moi, j'ai des confrères qui ont vécu, on va dire, les mêmes expériences que moi, des confrères médecins, les mêmes expériences que moi dans le milieu médical. C'était des hommes, je les ai rencontrés il n'y a pas très longtemps, on a parlé, on a vécu la même chose, on l'a ressenti de la même manière. Par contre, on n'a pas du tout réagi de la même manière. C'est-à-dire que ça a été, ils avaient l'objectif d'être médecins et donc ils sont passés outre le fait de ces difficultés. Et moi, ça m'a fait me repositionner par rapport à mes objectifs en me disant est-ce que j'ai vraiment envie d'être médecin, de soigner ou d'être là-dedans. Et donc, j'étais beaucoup plus intéressée par l'aspect santé que par l'aspect maladie, même si dans un cabinet, on voit des patients qui sont malades. Mais j'étais vraiment, pour moi, l'orientation santé était plus importante. Ouais, je comprends. J'ai eu l'occasion de rencontrer André-Étienne Brune, qui était un monsieur qui avait un cabinet qui tournait à Rouen, bonne réputation. Et quand je l'ai rencontré, je me suis dit, voilà, c'est ce que je veux faire. C'était vraiment un autre abord. On n'a pas spécialement échangé sur qu'est-ce que c'était que la chiro. Il ne m'a pas ajusté ce jour-là. J'y suis allée accompagnée d'une amie et je me suis dit, voilà, c'est ce Mais que je veux faire. comment t'en es venu à aller dans son cabinet? Parce que c'était pas pour te faire ajuster ni pour échanger, t'as pris. Alors en Qu'est-ce qui fait, s'est passé? j'ai pris un rendez-vous. Donc c'était quelqu'un qui le connaissait vraiment et qui m'avait dit, il faut que tu le rencontres. Ok. Donc j'y suis allée, j'ai pris un rendez-vous pour le rencontrer. Donc naturellement, il m'a fait attendre un certain temps. Donc bon, j'étais accompagnée, donc en fait, on parlait. Et dans l'ambiance du cabinet, je me suis sentie bien. Et je me Ah. suis dit, c'est très loin du milieu hospitalier, en sachant que là, je parle d'un milieu hospitalier qui a fermé quelques années après, puisque c'était insalubre, hein. Donc, on Ouais. était vraiment dans les deux extrêmes, on va dire, deux approches de la santé. Et donc après cette rencontre, Après qui a cette allumé cette flamme en toi, je suppose, tu t'es dit, Voilà, tout à fait. C'était vraiment la certitude. Donc, je suis retournée le voir peut-être 15 jours après pour lui demander qu'est-ce que je pouvais faire pour être chiro. Et donc, j'ai fait les démarches. À l'époque, il y avait des problèmes au niveau c'était pas l'AFC, c'était la NFC. Donc, avec, je me souviens plus du prénom, ça doit être Pierre Grunier, mais que je n'ai pas rencontré. Et il avait interdit l'accès des étudiants en chiropractique au Sherman. ah d'accord. Donc moi, en fait, je me suis présentée à l'ambassade des États-Unis
Et là, mon visa a été refusé. Donc, je me suis présentée plusieurs fois, pratiquement pendant 9 mois, jusqu'au jour où des étudiants chiro du Sherman, donc c'était Florence Cauvin, Jean-Jacques Petit, Muriel Engoat, se sont présentés par hasard le même jour que moi à l'ambassade. Et on a réussi. Donc là, c'est mon secrétariat téléphonique en ligne directe. Donc, y a pas de problème. Mais c'est Je vais, incroyable je vais- cette synchronicité. C'est comme si l'univers te testait pendant 9 mois pour voir si c'était bien sûr que tu voulais faire Kyo. Et Voilà. voilà. Et donc, ce jour-là, on s'est retrouvés dans le bureau de l'ambassadeur et donc, en fait, a demandé notre visa. Et en parallèle, Muriel Engoat était partie en Suisse où elle avait réussi à avoir son visa et nous, les Français, on ne l'avait pas. Et à partir de ce moment-là, ça s'est vraiment déconnecté. Vas-y, J'éteins, vas-y. je réponds pas, voilà, je vais rappeler mon secrétariat. Quand je ne travaille pas, À la ma fille est renvoyée sur un secrétariat téléphonique, sinon j'ai ma secrétaire dans le cabinet. Ok, et donc tu étais dans l'ambassade avec l'ambassadeur, ces étudiants qui étaient avec toi, et tu as eu ton visa et tu es parti au Sherman. Et je suis partie dans les 3 jours. Dans Tout les était 3 jours. Ah, c'était déjà pris, parti, tu as déjà pris ta petite voilà, valise donc et tout ça, quoi. voilà, j'avais passé mes examens. On était au mois de juin. Le collège reprenait début juillet. Donc mais par contre, au préalable, j'avais demandé une disponibilité de 3 ans auprès de l'université de médecine pour reprendre mes études. D'accord. Donc moi, ça c'était, en fait, on m'a aidé pour partir aux États-Unis parce que financièrement, il fallait prouver qu'on avait la somme disponible pour faire les études. Et à partir de ce moment-là, on m'a aidé et en contrepartie, je m'engageais à reprendre mes études. Ok. Et quand tu es parti au Sherman, qu'est-ce que tu as découvert aux États-Unis dans ces temps Donc là, ça a été un peu le choc parce que moi, j'étais dans une vie, on va dire, très confortable, l'étudiante en médecine qui travaille beaucoup. C'est vrai qu'on était obligé de travailler beaucoup pour réussir. Donc je réussissais, mais je travaillais en parallèle beaucoup. Au niveau climat, donc déjà, je veux dire, je suis arrivée en plein été. J'ai été accueillie par un Français qui était marié avec une Américaine, je me souviens plus de son prénom, il s'appelait Pierre, mais je me souviens plus de son nom. Et ce monsieur me dit, je vais te faire dormir chez Jean-Jacques et chez Florence. Mais il me dit, par contre, il y a beaucoup de puces parce qu'ils ont des chats, il y a plein de puces. Donc là, voyant mon visage probablement se décomposer, il a eu pitié de moi et à l'époque, il avait téléphoné à Claude Ménard en lui disant j'ai une jeune recrue, je pense qu'il faut qu'on l'aide un petit peu. Donc Claude était venu me chercher, j'avais pris la chambre de Patricia Arzouni, qui était sa colocataire. Et donc, qu'est-ce que tu as découvert au niveau philosophie, au niveau technique, dans Sherman? Alors, au niveau philosophie, ça a été vraiment. Moi, je me posais quand même beaucoup de questions sur la vie, sur l'existence. Et je suis arrivée, j'ai eu l'impression d'avoir les réponses à mes questions. C'est-à-dire la première fois qu'on me parlait ainsi, l'impression de justement de cette ouverture du champ des possibles. Et puis, cette compréhension vraiment de l'ajustement. Pourquoi on ajuste? C'est-à-dire qu'on est accueilli en premier semestre, donc moi j'ai commencé, trimestre, pardon, j'ai commencé directement le Sherman 2 jours après. En fait, j'arrivais et le lendemain, on avait un accueil pour les nouveaux et le surlendemain, on commençait. Et Tom Gilardi nous prenait, donc qui était le directeur du Sherman, nous prenait directement en charge et nous faisait un cours de philo au moins 2 fois par semaine. Donc 2 fois 1 heure pendant 3 mois. Dès le début. Dès le début, en reprenant, on va dire, voilà, le Stevenson, les 33 principes, mais en fait, on étudiait un principe, le premier principe, sur un trimestre. Donc, abordé sous différents angles. Donc, c'est, on va dire, la vie, les évidences de la vie qui nous sont tout simplement rappelées. C'est-à-dire, c'est comme si, je dirais par exemple, là, mon cœur bat, et tout d'un coup, on me demande de vérifier que mon cœur bat, donc en prenant le pouls, en étant tout simplement centré sur ma respiration et donc en intériorisant et je vais sentir les battements du cœur. Voilà, c'est vraiment une prise de conscience, on va dire, de l'univers, de cette intelligence innée
et donc de cette intelligence éduquée, educated brain, et donc de ce fonctionnement entre les deux qui forment l'individu. On va faire un petit saut dans le temps, puis après on reviendra à ton parcours. Mais comment ça t'aide au jour le jour d'avoir toute cette richesse philosophique dans ton cabinet? Alors, ce que ça m'apporte, c'est que, ou ce que ça m'a apporté, je vais dire, quand je suis arrivée donc, dans mon cabinet, où en fait, nous, on était un groupe d'étudiants où on travaillait tous ensemble. Quand je dis on travaillait, c'est-à-dire qu'on était vraiment coupés des autres. Et donc, dès qu'on pouvait, on se retrouvait, on pratiquait la technique, et en pratiquant la technique, on était amené à ressentir le côté, je dirais, evidence-based et vitalistique. C'est comme si les deux mondes s'interpénètrent. On peut se concentrer que sur le côté physique, ou on peut se concentrer également sur tout ce qu'on ne peut pas démontrer, mais qui existe. Donc ça, on l'a travaillé, on va dire, régulièrement, presque tous les jours. Nous, les chiros, c'était notre famille. On était vraiment coupés des autres. On était assez jeunes. Et donc, arrivé dans mon cabinet... Comment vous travaillez ça? Comment vous travaillez ces aspects-là? Quels étaient les exercices que vous faisiez? Alors, les exercices, il n'y en avait pas spécialement. On n'était pas spécialement dans la méditation. On n'était pas du tout dans ces... Mais on avait tous, je pense qu'on avait en commun cette hypersensibilité. Donc moi, j'avais pas besoin, mon souci était plus de redescendre et de m'incarner que de m'élever, contrairement peut-être à certaines personnes. J'ai cette sensibilité. Donc, mais quand on est dans son cabinet, je dirais, on fait par exemple, j'ai commencé, donc on a peu de patients. J'étais pas très bonne communicante, donc ce sont vraiment mes patients qui ont transmis, je dirais, mon travail aux autres, et c'est comme ça que j'ai développé mon cabinet. Mais quand on fait, par exemple, moi j'ai le souvenir d'avoir fait un toggle sur une enfant, donc en fait, on faisait très peu de techniques, je faisais un toggle, je savais que ça devait marcher, je savais que j'avais fait le bon listing, j'étais sûre de moi d'un point de vue technique, j'étais sûre de moi par rapport aux principes philosophiques, et c'est tout. Et en fait, je rassurais le patient. Moi, j'étais sûre de moi. Je rassurais le patient. Et on a des résultats extraordinaires. Mais je trouve que tu dis que bon, tu n'es pas une très bonne communicante, mais dans ce que tu viens de nous raconter, je crois que c'est vraiment les deux clés de la communication. Être sûr de soi et rassurer l'autre. Voilà, et donc actuellement, j'ai commencé, on part un peu dans tous les sens. Oui, mais c'est pas très grave parce que c'est un fil conducteur. C'est pas grave. Moi, je suis ce que tu nous racontes. L'an dernier, j'ai participé à beaucoup de réunions entre les étudiants, donc le groupe IMA, IFEC, mon association, et je dirais certains chiropracteurs. Et finalement, à la fin de l'année, j'ai été contactée par un étudiant et il s'avère que rien n'avait bougé. C'est-à-dire qu'on avait parlé, comme on sait très bien le faire en chiro, mais concrètement, il n'y avait rien. Donc, au mois d'octobre, j'ai fait mon premier séminaire philosophique, donc en reprenant les principes chiropractiques. Donc, je l'ai fait de manière assez structurée. Je l'ai réservé aux étudiants de 5e et 6e année. Et là, j'en fais un prochainement, le 4 mars. Okay. Au but, donc toujours à Paris. Et donc, ce sont des étudiants qui gèrent, ou sinon les étudiants, je ne vais pas les nommer sur la vidéo. Donc, sinon, c'est de me contacter. Oui, sinon, te contacte sur Facebook, hein, Annick Dubois. Voilà, donc on peut me contacter. Le but, c'est vraiment de transmettre cette philosophie qui fait que le chiropracteur a cette assurance. Moi, j'étais quelqu'un, je dirais, d'apparence très fragile. Voilà, je manquais peut-être un peu de consistance, mais au fond de moi, j'avais cette assurance. Et d'où voilà, peut-être qu'il y a des jeunes femmes ou des jeunes hommes qui nous regardent et qui se disent mais comment on sort de l'école et qu'on a cette assurance, parce que j'en connais beaucoup qui sortent de l'école et qui n'ont pas d'assurance. C'est vraiment la philosophie qui t'a... Alors, non, en fait, je pense que la chiropractique, c'est une philosophie, une science, un art. Donc, l'aspect scientifique au Sherman n'était pas très développé.
je dirais à l'IFEC, l'aspect scientifique est développé. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de bien. Par contre, si on met la science sans la philo, il y a un moment, on va pas former des chiros, on va former des gens qui vont être autre chose, d'autres personnes que des chiropracteurs, même s'ils auront le titre. Ça me semble une évidence. En 91, Tom Gelardi, il avait laissé tomber l'art de la chiropractique et il explique dans un congrès que la chiropractique, c'est comme les deux mains d'un corps humain. On a la science, la philosophie et les deux pour applaudir la réalité de la vie. C'est joli ça. Je reprends ce qu'il a dit. Et je pense qu'on peut aller vers la science à un moment, mais si on oublie la philosophie, de toute façon, il y aura un déséquilibre et ça sera autre chose. Je ne sais pas vers quoi on tendra. Donc nous, au niveau art, donc au collège, au Sherman, on avait Ed Chaillot, on avait Diversify, on avait Thompson, et c'est tout. C'était vraiment straight chiropractic, c'est-à-dire que si on faisait des séminaires autres que ce qu'on nous enseignait, on pouvait être dénoncé et on pouvait être renvoyé du collège. Ah oui, c'était quand même très strict. Très particulier. Très particulier, ouais. Mais bon, je dirais que moi, j'avais commencé dans ce collège, on avait rencontré des gens du life, ça voulait dire reprendre des quarters. Donc financièrement, moi, j'avais fait le choix, j'avais 3 ans de disponibilité, donc en sachant qu'on ne prenait pas de vacances l'été. Sinon, ça faisait de toute façon 4 ans. Et j'avais mes prérequisites qui me permettaient de ne pas faire le méthodiste. C'était le méthodiste, c'était ce qu'on faisait pour être au niveau, pour commencer au Sherman. Donc ma formation universitaire m'avait évité de faire le méthodiste. Et donc tu finis le Sherman en quelle année? Ensuite, je finis le Sherman en décembre 84. Et pendant mes études, on était un groupe et on a pris beaucoup de séminaires Gonstead. On allait à Montoreb, on en a pris, enfin moi j'en ai pris 8, mes collègues on en a pris 8, je pense également. Donc on faisait une location de voiture, on partait à Cap pour avoir un véhicule neuf et qu'on ne tombe pas en panne. On roulait pendant presque 24 heures, donc on changeait de conducteur. On avait un endroit, un bon plan, pas cher pour être hébergé. Et donc, en revenant, on s'entraînait, puisqu'on n'avait pas le droit de faire ça, à l'intérieur du collège. Et donc, au niveau technique, je pense qu'on était compétents. On a appris très peu de choses. C'est ce que j'explique aux étudiants. Mais d'un point de vue structurel, on savait ajuster. On savait mobiliser. Et puis, on avait toute la structure, c'est-à-dire structure du bassin. On avait les listings Gonstead. Donc, soit on prenait le corps, on le remontait, soit on prenait Togol et on descendait. Hein. Mais on avait les deux approches. Et en fonction du patient, après, c'est l'art de sentir si on va faire plutôt chez ce patient un Togol ou si on va faire plutôt Gonstead. Globalement, moi, j'ai travaillé avec ces techniques de cette manière. Donc, je me suis installée en mars 85, donc assez rapidement. Et donc jusqu'en 2000. Ok. Et ensuite, il y a eu un changement dans ta pratique? Ces techniques et une pratique qui fonctionnait quand même très bien. Qu'est-ce qui s'est passé en 2000 alors? En 2000, en fait, on me proposait souvent de faire des séminaires. J'avais mes enfants. J'avais repris donc mes études de médecine, je les avais terminées. J'avais fait de l'homéopathie, donc j'avais fait un diplôme en homéopathie. Et puis en 2000, je rencontre Muriel Nguat qui me propose de faire un séminaire BEST. Jusqu'alors, je n'étais jamais disponible, ça ne correspondait pas. Et là, j'ai pu faire ce séminaire. Donc j'ai rencontré également de nouveau Patricia Arzoni qui avait été vraiment ma grande sœur quand j'étais aux États-Unis. Et ça m'a permis, donc l'homéopathie me permettait de gérer toute la structure émotionnelle et BEST m'a permis de le retrouver en technique chiropratique. D'accord. Voilà. C'est le changement. J'utilisais déjà tout l'aspect émotionnel, mais je l'utilisais sous forme d'homéopathie.
Et là, j'ai commencé à l'utiliser sous forme vraiment de technique. Qu'est-ce que ça t'a amené de différent de pouvoir travailler avec Best au niveau de la philosophie et au niveau de ton approche avec le patient? Alors, en fait, ça a permis de... C'est comme si un patient est bloqué à un certain niveau, on l'ajuste, mais il ne tient pas l'ajustement. Donc, il revient. Best a permis de, on va dire, de monter une marche. Et puis, quelques années plus tard, mes enfants donc, sont partis. Donc, ma fille est partie à 18 ans. Mon fils était déjà parti de la maison. Donc, ça m'a permis d'avoir plus de temps. Et là, je me suis orientée. J'ai repris beaucoup de séminaires en me disant, bon, pendant toutes ces années, je me suis concentrée à mes enfants. Donc, c'est très bien. C'est sans regret. J'avais les bases techniques suffisantes pour vivre sur mes acquis, tout en travaillant correctement. Mais il y a un moment, on a besoin d'échanger, de sortir et puis de s'adapter à ce qui se fait aussi et d'être davantage, je dirais, dans le mouvement. Donc, quand j'ai pu être davantage libre, là, je me suis vraiment concentrée à fond. Donc, j'ai fait, je vais dire, SOT. Donc j'ai fait Steve Williams. Donc les enfants, je les ajustais, mais là j'ai vraiment développé beaucoup. Et puis j'ai fait d'autres séminaires aussi. Et justement, ça a intéressé beaucoup les jeunes femmes. Comment tu as réussi à jongler entre ton rôle de mère, et ton rôle de chiropracteur, ton rôle de femme? Comment tu as réussi à jongler entre ces trois rôles? Alors j'ai une grande capacité de travail. J'arrivais en fait à ne pas travailler le mercredi. Donc les enfants n'avaient pas école le mercredi. Je ne travaillais pas le samedi. Et le jeudi soir, j'allais les chercher à l'école. Sinon, je les emmenais à l'école et j'avais une babysitter à la maison, ce qui me permettait, si jamais j'étais en retard dans ma consultation, de ne pas avoir le stress, de me dire, en fait, il faut que je rentre ou c'est l'heure, la crèche va fermer. Donc j'avais un système de fonctionnement qui me permettait d'avoir toujours une liberté d'être, liberté d'agir. Et quand tu as donné naissance, quand tu as donné vie à ces enfants, tu as dû arrêter de travailler? Comment ça s'est passé? En fait, non, c'est terrible. Je me suis arrêtée une semaine avant alors, la première naissance, j'étais... Non, de toute façon, première naissance, je venais de terminer. Non, une semaine après, je passais mes examens de 6e année de médecine. Okay. Et mon cabinet, je l'ai arrêté une semaine avant. En fait, j'ai passé une semaine avant, ce qui m'a donné 15 jours pour réviser aussi mes examens. Donc non, en fait, la semaine d'avant l'accouchement, je me suis arrêtée. C'était pas 6 semaines avant. Ouais. Et puis j'ai repris... donc, mon fils est né au mois de juin, fin juin. Donc, j'ai dû reprendre mi-août. Enfin, j'ai dû reprendre 3 semaines plus tard, mais on va dire 2-3 patients que je connaissais et j'ai repris le cabinet mi-août. C'était important pour toi de pouvoir travailler ou c'était par nécessité? C'était pas par nécessité puisqu'en fait, tous mes emprunts bancaires avaient été remboursés. Quand mon fils est né, un mois avant, j'avais fini de tout rembourser. Donc, j'avais pas de contraintes financières, mais j'avais la contrainte d'un cabinet quand un cabinet est inoccupé. Donc, j'avais essayé de trouver une remplaçante, effectivement. Maintenant, je me souviens. J'avais essayé de trouver une remplaçante puisqu'en fait, je m'engageais pour 2 ans, on va dire, d'internat. Donc, je devais du temps à l'hôpital. J'étais rémunérée en tant qu'interne, mais il fallait que je jongle avec... l'hôpital, le cabinet et je dirais la naissance de mon fils. Et puis ensuite, il y a eu une deuxième naissance. Donc ça, c'était un petit peu compliqué. Donc j'ai essayé de trouver une remplaçante. Et en fait, au moment de signer le contrat, la personne a refusé de signer le contrat en l'état. Et moi, je me suis dit, je ne vais pas m'embêter, je ne vais pas perdre ma technique. Parce qu'en fait, pour moi, c'était très important. Si on ne pratique pas, je pense qu'on perd. Et là, je me suis dit, tant pis, je reprends le cabinet en main. Donc, j'avais commencé pendant 1 mois. Ça y est, je ne me souvenais plus de cet épisode. J'avais commencé pendant 1 mois, en fait, à ralentir. Donc, j'allais quand même à l'hôpital.
euh, à ralentir mon cabinet, à donner quelques journées de travail. Donc je pense que j'avais donné 2 jours de travail en me disant, bon voilà, je vais être un peu tranquille, je révisais mes examens. Et puis Tes finalement, examens, tu parles de tes examens sixième année, de 6e année de médecine. sixième année de Ah, médecine, d'accord. sixième année de médecine. Oui, parce qu'en fait, j'ai terminé mes De études. Chiro, tu es venu t'installer en France et tu continues tes années pour passer Oui, médecine. je sais pas honnêtement comment j'ai Je fait. sais pas comment on a fait. Je sais pas, avec du recul, je me dis, je sais pas comment j'ai fait. J'assumais les enfants, mon ex-époux était parfois en déplacement, enfin c'était un peu compliqué, mais j'arrive, voilà, ça se passait. Ça se passait. Ouais, c'était quand il faut le faire, il faut le faire. Et tu trouves Quand il toujours faut le faire, quand tu as un grand pourquoi, quand tu as un grand pour toi, le comment vient de lui-même, quoi. voilà, je veux dire, après coup, je me demande comment j'ai pu faire, mais en fait, ça s'est fait. Et j'avais le temps de sortir, je ne sais pas comment j'ai fait. Et comment t'appliquais la philosophie de Chiro quand tu étais interne en médecine? Parce que ça doit être quand même aussi. Mais quand j'étais externe, parce qu'en fait, il y a l'externat, c'est-à-dire l'externat, c'est jusque fin de sixième année. D'accord. L'externat, on examine le patient, on émet un diagnostic, point. Donc, je veux dire, ce sont des choses de base, ça ne me posait pas de problème. Mais en fait, l'internat, je l'ai réglé autrement, c'est-à-dire que j'ai travaillé dans des services d'urgence. Donc, dans des services d'urgence, on n'a pas le temps de penser, on va à l'urgence et on est vraiment dans l'urgence. Ou alors de la traumato, c'est-à-dire on a une plaie, voilà, il y a une résine, il y a quelque chose, il y a une radio à prescrire, on va chercher une fracture. Donc j'étais toujours congruente par rapport à la chiro, puisqu'en fait, en urgence, quand on a une plaie, on ne va pas ajuster, on va suturer. Ouais. Donc j'ai réussi à trouver ce compromis. Et donc, quand on travaille dans des services d'urgence, on ne travaille pas la journée, comme dans un service hospitalier, mais on travaille sous forme de garde. C'est-à-dire, bon, j'étais amenée à me déplacer sur des accidents, donc j'étais pas toujours compétente, et en plus j'attirais vraiment des grosses choses, donc j'appelais toujours du renfort. Donc j'étais vraiment dans de l'urgence vitale. Donc pour moi c'était, là il ne s'agissait pas de, voilà, quand on a quelqu'un Et ça te non, dérangeait pas un petit peu d'ajuster parfois? Euh, non, on n'a même pas le temps d'y Pas le penser. temps d'y Non, non, penser. là c'était vraiment des urgences. Donc on se pose même pas la question. C'est j'espère que la personne va tenir jusqu'à ce que les renforts arrivent. En fait, voilà, Ouais, l'objectif, mais c'est ça. on était là. Hein. On On était là. était vraiment des mondes différents qui s'enchevêtrent par moments. Donc tant qu'on est dans les locaux, je dirais des urgences, on n'est pas tout seul, mais quand on est sur un accident, sur un drame à domicile, là, on n'y est pas. Hein. On a la famille à gérer, on a plein de choses à faire. On n'a pas le temps de... Non, c'est même pas imaginable. Donc tu dois Enfin, te sentir très à l'aise en cabinet quand les choses sont plus qu'il n'y a pas autant d'urgence. D'avoir vécu des choses aussi extrêmes, ça te permet de relativiser les choses, voilà, relativiser la douleur des patients. ça m'a permis vraiment de relativiser, peut-être de ressentir encore mieux l'urgence vitale ou la gravité. Quand on sent quelqu'un, on se dit mince, là il y a quelque chose qui ne va pas, mais de se dire ça peut être plus grave que ça. Oui. Quel est ton objectif et quelle est ta vision quand un patient vient te voir en soins? Alors, ma vision, dans un premier temps, c'est de toute façon de l'écouter, de le voir toujours dans sa globalité, c'est l'avantage. Parfois, d'essayer de voir en amont qu'est-ce qui fait qu'il s'est, je dirais, déstabilisé. Mais par exemple, quand j'ai une personne qui arrive avec une sciatique, un lacet à 70, bon, j'utilise SOT, je le mets sur des cales. Là, ma vision, ça va être déjà qu'il puisse repartir en étant mieux. Donc là, je vais avoir une approche, je dirais, mécanique en disant, voilà, on va déjà l'apaiser. S'il y a une contracture des muscles des muscles contracturés avec une attitude antalgique, je vais utiliser les cales. On va déjà poser, le calmer, et puis la fois suivante, voilà, on aborde les choses autrement. Mais en première consultation, là encore, si on est devant quelque chose d'urgent
où je dirais, où la douleur envahit complètement le champ de conscience du patient, je veux dire, on va déjà gérer ça. On ne va pas essayer de voir autre chose. Et puis, de toute façon, le patient, au fur et à mesure des ajustements, sans pour autant le bombarder avec la philosophie chiropractique, je dirais, au fur et à mesure, va se détendre, va prendre conscience de l'état de stress dans lequel il était, du pourquoi il s'est mis dans cet état, et il y a une ouverture aussi de cette personne. C'est comme si on permet, voilà, à la personne de s'ouvrir à autre chose et de réaliser qu'il y a peut-être des choses à changer. Mais en fait, le travail, c'est le patient qui le fait. Et comment tu l'amènes à cette ouverture? Tu as des questions que tu aimes bien poser ou tu laisses la personne s'exprimer? Pas spécialement, c'est-à-dire au début, je vais poser des questions. Dans la technique BEST, on peut, en fonction de ce que le patient va me dire dans les premiers mots, en entrant dans mon cabinet, en seconde, troisième consultation, globalement, il va me donner sa problématique. Et donc, à la limite, on va le travailler en BEST, clac, clac. Ça se fait très vite. Et puis, là, le patient, il sait que je l'ai compris. Il sait qu'il est entendu. Il fait spontanément confiance. Voilà, il se laisse aller. Et puis, les choses, elles se passent naturellement. Et tu partages avec eux la philosophie Chiro d'une manière ou d'une autre, à travers des mots, à travers des conférences, à travers des... Alors, les conférences, j'en fais pas. Je te dis que la communication, c'est... Par contre, à chaque patient, bon, un premier patient arrive, je vais faire son anamnèse, on va commencer à prendre contact et de toute façon, je vais lui expliquer la chiro. Donc, je vais lui expliquer la chiro d'un point de vue anatomique, biomécanique, donc en expliquant au niveau de la marche, au niveau de la torsion, et donc lui expliquer le côté défense catégorie 2 de SOT. Donc ça, je vais lui expliquer. Alors, ça fait beaucoup d'informations pour le patient, mais donc j'utilise également le posturomètre qui me permet de montrer justement, et souvent si le patient est accompagné, je montre la posture avant l'ajustement, après, et donc ce torque que l'on retire. Et donc ça, c'est ma manière vraiment de communiquer avec mon patient. Parce que la philosophie, c'est bien, mais le patient, il a besoin de quelque chose de pragmatique. Donc la philosophie, il peut m'arriver d'en parler avec certaines personnes, mais je vais vraiment avoir un côté très pragmatique où le patient va s'apercevoir que finalement, au niveau mental, donc on va parler de la subluxation, elle peut être physique, chimique, émotionnelle. Donc je ne vais pas l'exprimer comme ça, mais il va voir qu'il y a eu un problème émotionnel, qu'il y a eu une tension musculaire, et donc que le corps va se mettre en tension. C'est vraiment ma manière d'aborder le patient. Que ce soit bien visuel, tu vois, à travers sa posture, sa forme. Voilà, je m'aperçois qu'en fait, au niveau intellectuel, bon, je vais avoir des patients qui vont capter très rapidement. Donc, à la limite, voilà, l'échange est rapide. Mais quand on a un support physique, c'est-à-dire une colonne vertébrale, je vais avoir des posters. Là, je suis dans mon bureau dans lequel je reçois le patient uniquement en première consultation. Donc, on y passe très peu de temps. Sinon, j'ai des tables manches debout avec un écran, donc très peu d'espace pour... Des tables qu'est-ce que tu m'as dit? Manche debout, c'est-à-dire... C'est une table haute, ce qui me permet, moi, de ne pas être assise et donc au niveau du dos, d'être toujours, on va dire, en bonne posture. Et alors ensuite, tu as une salle de première visite, si j'ai bien compris. Et ensuite, tu as une salle d'ajustement qui est une salle avec une table ou tu as plusieurs tables? Comment tu travailles? Alors, en fait, j'ai mon site, hein, c'est pas pour faire une publicité. Non. Donc, j'ai le site Chiropracteur Rouen. Donc, j'ai deux salles de travail. J'en ai une dans laquelle c'est une table qui vient d'Espagne et puis un posturomètre qui vient d'Espagne. Et à côté, j'ai une autre table où j'ai une ILO, donc qui a été remise aux normes. J'ai une table toggle et puis une table d'examen, un posturomètre. Donc, et je travaille, donc en fait, le patient se déshabille. J'arrive, il est déshabillé, donc
On passe du temps, j'ai le temps de parler avec le patient, il a le temps de m'exprimer ce qu'il ressent, j'ajuste, il s'habille, il règle à ma secrétaire et il prend le rendez-vous, un prochain rendez-vous s'il le souhaite, auprès de ma secrétaire. Et ensuite, pendant ce temps-là, je suis dans une autre pièce. Ce qui me permet ça, c'est une organisation que j'ai depuis 18 mois. Précédemment, je gérais tout et je trouvais que c'était vraiment de plus en plus lourd. Donc depuis 18 mois, tu as une assistante, c'est ça? Voilà, tout à Est-ce que fait. ça t'a changé de prendre une assistante? Est-ce que c'est quelque chose que tu aurais voulu faire plus tôt? J'aurais pu le faire plus tôt. Alors, tant que j'ai eu mes enfants, j'ai envie de dire non, parce que j'ai travaillé moins en temps horaire. Il est bien évident que quand on a une assistante, ça a un coût, le salaire, les charges sociales. Donc, ça veut dire une pression supplémentaire au niveau financier. Donc, tant que j'ai eu mes enfants, je dirais plus jeunes, c'est bien de ne pas avoir trop de pression. Donc ça, c'est une chose. J'aurais pu le faire avant, c'est-à-dire que ça me dégage un peu de temps. Peut-être pas beaucoup, mais le soir, je suis beaucoup moins en retard qu'avant. Donc, le retard fait qu'on est un peu plus fatigué. Je termine un peu plus tôt le soir. Pas énormément, mais parfois ça peut être une demi-heure, ça peut être 3/4 d'heure, voire 1 heure. Et tu le ressens dans ta qualité d'ajustement? Tu ressens que tu es plus présent avec le patient? Et au niveau qualité d'ajustement, ça par contre, c'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai une concentration bien plus nette. Donc ça, c'est quelque chose vraiment de très important. Oui. Et au cours de ce séminaire du 4 mars que tu vas donner à Paris, qu'est-ce que tu vas aborder comme sujet, comme thème? Alors en fait, ma base de travail, ça va être les 33 principes. Ouais. Donc déjà, pour qu'ils aient la connaissance des choses. Et en fait, chaque principe, alors je ne vais pas passer, nous on avait 3 mois sur le premier principe, mais j'ai pris des photos pour illustrer, je dirais, faire comprendre aux jeunes, je dirais déjà les principes, et puis après, je vais donner des exemples par rapport à ma profession, par rapport à ce que je fais dans mon cabinet. Donc j'essaie de faire quelque chose. Il y a une base qui va être toujours structurée, ça c'est mon côté, on va dire, scientifique. Donc j'ai organisé un PowerPoint, on reprend les principes et après je vais parler voilà, comment ça se passe dans un cabinet, qu'est-ce qu'il faut faire, comment, je dirais, comment se comporter, comment communiquer avec le patient. Donc tout ça, ça va être transmis, mais sous forme de, je dirais, de petits points qu'on insère parmi tous ces principes. Par exemple, si on aborderait le premier principe, qu'est-ce qui pour toi est le plus important dans ce premier principe? Donc cette reconnaissance de cette intelligence universelle, et donc d'expliquer par exemple au travers des saisons, au travers, je dirais, du jour, de la nuit, au travers donc après du corps humain, c'est-à-dire tous les cycles qui existent à la fois dans le corps humain, le cycle de la respiration, les cycles neurologiques avec les électroencéphalogrammes, les cycles cardiaques, le rythme cardiaque avec les ondes P. Donc de faire un lien entre tout le côté cyclique que l'on a dans la nature, le côté cyclique que l'on a dans le corps humain. Prendre conscience la vie est vibration, et donc essayer d'arriver à expliquer tout ce côté vibratoire. La vie est vibration, j'aime bien ça. Qu'est-ce qui te permet de dire d'un point de vue scientifique que la vie est vibration? Alors, j'ai pas de données scientifiques par rapport à ça. J'ai envie de dire, il y a au niveau physique quantique, il y a des choses qui vont être mises en évidence. Ce n'est pas parce que ce n'est pas prouvé que ça n'existe pas. Et parfois, ça appartiendra au futur de prouver certaines choses. C'est-à-dire ce qui fait que quand on lit les livres de Bruce Lipton, quand on a par exemple des boîtes de pétri avec, je dirais, des cellules d'un corps humain, qui vont être à une distance de 80 km d'une personne, et on arrive à voir que les mouvements vont être identiques, qu'on va retrouver en fonction des connexions qui vont exister.
Donc ça, ce sont des expériences qui ont été faites, qui ont été prouvées. Donc je n'ai pas les références ici. Mon but n'est pas de prouver quoi que ce soit, mais ça a été prouvé. Ça a été prouvé il y a au moins 10 ans. Bah, déjà, on peut dire qu'on est constitué d'atomes et qu'un atome, c'est que uniquement vide et vibration. Donc, voilà. juste dans ça, on est déjà. On peut le dire comme ça aussi. Oui. Et chercher, voilà, tout à fait. Et tu parlais au début de l'association Il fait quoi des étudiants que tu avais aidé dans ce projet, que c'était quelque chose qui te tenait à cœur. Qu'est-ce qui te tient à cœur dans ce mouvement d'étudiants? Alors, en fait, je ne suis pas trop au fait de ce qui se passe. Moi, ce qui m'a dérangée, donc je suis allée à leur réunion l'année précédente. Et ce qui m'a dérangée, c'est de voir qu'en fait, à l'origine, je suis allée à Life West as a Wave. Donc, j'y suis allée en 2015 et 2016. Et en 2016, il y avait un jeune étudiant qui savait que j'étais là. Moi, je ne le connaissais pas. Donc, il est venu m'aborder. Et à la fin du séminaire, il me pose une question et je me dis, il n'a pas bien compris. Il y a quelque chose qui n'a pas été intégré. C'était quoi cette question? Tu peux la partager avec nous ou pas? Je m'en souviens plus. Tu t'en souviens pas, mais tu te souviens des sensations, quoi. Je me souviens, je me suis dit, mince, il manque quelque chose. Il manque un maillon pour comprendre les choses. Et je me dis, lui, il est aux États-Unis. Bon, c'était une opportunité pour lui de venir, mais il est venu. Les autres ne sont pas là. Quel doit être leur niveau? Sans aucun jugement, sans aucun a priori. Et là, je me suis dit, je pense qu'il faut faire quelque chose. Soit j'attends que les autres bougent, et je pense que je peux encore attendre. Et je me suis dit, ben, si pour moi c'est important, pour moi, la philosophie m'a permis de travailler dans mon cabinet pendant, je dirais, 16 ans sans me remettre en question parce que j'avais cette assurance et puis j'avais ces techniques de base avec les listings Gonstead et donc voilà, moi j'ai eu la chance d'aller chez Carsten Peterson, c'était je crois un Suédois qui travaillait à Farmington aux États-Unis, qui m'a accepté donc en visite chez le praticien pendant 3 mois. Et c'est quelqu'un qui avait 6 salles d'ajustement, donc toutes communiquaient par une porte. Et on entrait dans une, on entrait dans la suivante et on repartait dans l'autre sens. C'était assez drôle, donc c'était pas du tout le type de technique, enfin le type de pratique que je voulais avoir parce qu'en fait, il passait, je sais pas si c'était 5 minutes, 7 minutes avec un patient. Moi, ça me semblait, c'était pas ce que je voulais faire. J'avais besoin de cette communication avec le patient. Par contre, il m'a donné, j'avais déjà fait 8 séminaires de Gonstead et il me donnait des petites choses qui m'ont aidé au quotidien dans mon cabinet. Donc ça, c'était, je ne sais plus d'où je partais, mais... Tu parlais d'étudiants qui étaient venus te poser une question et qui m'ont le maillon. Donc, voilà, donc en fait, cette philosophie, j'avais la technique, la philosophie et donc l'assurance en cabinet. D'accord. Et donc, de converser avec cet étudiant, qu'est-ce que ça t'a mis? Et donc, j'avais rencontré des jeunes étudiants qui étaient venus dans mon cabinet. J'en ai assez peu parce que je suis médecin également et ça, je pense que ça dérange, ça impressionne. Et je les sens un peu fragiles. Et je pense que la philo peut leur permettre justement de leur redonner de la consistance pour avoir justement plus d'assurance et être capable, quand ils sont seuls dans leur cabinet, de se dire non, je sais, j'ai un objectif, j'ai une ligne de direction et j'y vais. Parfait. Et comment tu vois l'avenir de notre profession? Alors, l'avenir de notre profession, je vais dire, je n'en sais rien. Je pense qu'on a une très très belle profession. Moi, je suis passionnée par ce que je fais. Je transmets honnêtement la passion que j'ai à mes patients. J'ai envie de dire, l'IFEC a une orientation scientifique et je pense qu'il fallait redonner des données scientifiques à la chiro. Ça me semble important à partir du moment où l'association a fait le choix de reconnaître la profession. Donc ça, c'est quelque chose qui était important, à condition maintenant de reprendre l'autre versant et d'intégrer la philo.
Sinon, on va avoir quelque chose de scientifique, pseudo-scientifique, sans avoir les techniques de base, c'est-à-dire sans avoir les listings. J'ai eu l'occasion de visiter l'année dernière la clinique à l'IFEC et on m'a expliqué qu'on faisait du Gonstead sans listing, sans les listings Gonstead. On faisait du SOT et on utilisait les blocs sans les catégories, sans posturomètre. Donc là, il y a un manque. Donc l'évolution, le futur, je n'en sais rien. J'ai envie de dire, c'est dans les 2 ans que ça va jouer. Il y a quelques années, j'aurais dit, on a 10 ans devant nous, on verra bien. Là, il y a vraiment une orientation. Il y a des passerelles qui existent, je dirais, entre l'IFEC et l'université. Bon, ces passerelles, elles permettent, moi j'en ai bénéficié, c'est-à-dire que quand je suis allée aux États-Unis, j'ai certaines matières qui ont été validées et je n'ai pas eu à faire certains cours. Donc ces passerelles, elles peuvent exister, mais le risque, c'est d'être absorbé par le monde médical si on ne garde pas notre identité. Je pense que la science, la médecine peut avoir quelque chose à apporter. On peut travailler ensemble à condition que la chiropractique garde son intégrité. Ça me semble la base. Et au niveau des passerelles, moi, ce qui me dérange actuellement, c'est-à-dire, j'ai appris récemment que les diplômés de l'IFEC pouvaient travailler naturellement en France, que les diplômés des États-Unis, comme moi, peuvent travailler en France parce qu'on a on a fait une demande auprès de l'ARS, je crois que c'était dans les années 2011, mais que tout nouveau diplômé des États-Unis, donc qui possède même un national board, ne peut pas exercer en France. Donc ça me semble, je ne sais pas qui a décidé. Je fais partie de l'AFC, mais pas depuis de nombreuses années, depuis peut-être 4 ans. Je ne sais pas si ça a été voté en assemblée, mais là, je pense qu'il y a un problème et il me semblerait nécessaire de le voter ou d'en discuter en AG et de modifier, puisque il me semble que le niveau des universités américaines est excellent. J'ai eu l'occasion d'assister il y a de nombreuses années à un séminaire de Pizzerou et j'étais en présence d'une jeune qui sortait du Cleveland. Je pense que c'était le Cleveland. Au niveau technique, elle avait dans la main, elle avait une main chiro. Elle avait peut-être 28 ans, donc un peu plus âgée que nos jeunes étudiants. Elle avait vraiment ce qu'on appelle une main chiro. Elle posait, elle avait tout de suite la sensation, elle savait où chercher. C'est très important. Donc pour moi, je pense que c'est très important et je pense qu'en plus, si on met en compétition, je pense que c'est toujours dans le libre-échange, en compétition les étudiants qui sortent d'une université américaine, l'avantage, c'est qu'on sera obligé d'avoir des critères beaucoup plus importants, beaucoup plus élevés au niveau de l'école française. Bah écoute, super, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le message est lancé. Et Très bien. Je suis sûr qu'il trouvera dans des bonnes oreilles. On va terminer cette entrevue, Annick. Je voudrais savoir si tu avais un mot de la fin, quelque chose que tu voudrais partager aux étudiants, quelque chose que tu voudrais leur dire avant qu'on termine cette entrevue. Moi, j'ai envie de dire la première des choses, la qualité première pour être un bon chiropracteur, c'est déjà d'être passionné et d'aimer ses patients. Ça, je pense que ça me semble être la base. Il est bien évident, et ça c'est un test que je fais quand je suis avec les jeunes étudiants, il est bien évident que si on aime son patient, on ne va pas irradier du tout la même chose. Et donc ça, là encore, ce n'est pas quantifiable, ce n'est pas démontré, mais c'est une réalité. Et le patient, lui, fait la différence. Ça, je peux le garantir. Ton état d'être au moment d'ajuster le patient est aussi important que le nom que tu as posé sur lui. C'est évident, c'est évident. C'est vraiment, c'est la base d'une réussite professionnelle. Ça me semble évident, oui. Comment tu penses que ça se travaille, cet état d'amour et d'être? La présence, être présent, c'est-à-dire, quelle que soit la vie que l'on mène hors du cabinet, il faut arriver à faire abstraction
de l'extérieur pour être en complète présence avec le patient. Alors, certaines personnes vont pouvoir faire une activité physique, sportive. C'est une manière de, on va dire, de libérer le corps. Ça va être aussi, au niveau sensibilité, ça peut être aussi l'alimentation, l'hygiène de vie. Il est bien évident que si la personne, elle a fait une soirée bien arrosée, qu'elle arrive à 9 heures, la tête un peu enfarinée, elle va avoir une disponibilité d'esprit bien moindre que si elle a une bonne hygiène de vie. Ça, ce sont vraiment les choses de base. Après, le reste va dépendre du chiropracteur et c'est à chacun de trouver sa voie pour de toute façon. Et puis, si l'étudiant est sincère, s'il est congruent avec ce qu'il a appris et ce qu'il veut faire de sa vie, j'ai envie de dire, les choses, elles viennent. C'est la synchronicité, c'est ce qui s'est passé quand je suis allée à l'ambassade, c'est ce qui se passe, je veux dire, régulièrement dans ma vie. En fait, les choses, elles arrivent, voilà, quand c'est le moment, elles arrivent et elles se passent bien. Écoute Annick, merci beaucoup d'avoir partagé toute ton expérience avec nous ce matin, c'était très enrichissant. Je t'en prie, c'était un plaisir. J'espère que j'ai transmis quelque chose et que j'ai éveillé des passions. Et pour les femmes, on peut travailler, mais il faut arriver, même si on a des enfants, à avoir une organisation extérieure parfaite, enfin parfaite, je ne vais pas dire parfaite, mais au milieu, même si de temps en temps on est obligé de l'adapter en fonction de l'âge des enfants, pour être, je dirais, le plus libre possible dans son esprit. Ça me semble très important. Ça me paraît parfait. N'hésitez pas à ajouter Annick sur Facebook, comme ça vous pourrez nous poser des questions, vous pourrez avoir des renseignements sur son séminaire du 4 mars à Paris. Très bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, pensez à la partager. Et merci à toi Annick, et puis à une prochaine fois. À une prochaine fois, c'est très gentil à toi. Au revoir.